Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et après le tour du monde, le tour des régions françaises, une spéciale élection régionale. Vous allez entendre différents de nos différents camarades des France Bleu pour faire ce tour de France. Et puis pour nous accompagner en studio, je suis en compagnie de mon camarade Frédéric Saïs. Bonjour, Bonjour Frédéric. Guillaume. Bonjour à Vous tous. êtes journaliste au service politique de la rédaction de France Culture. Et en face de vous, Frédéric Potier. Bonjour, vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Auteur d'ouvrages sur le droit électoral, votre regard, Frédéric Potier, sur ces élections? Bonjour, je pense que ces élections régionales, en fait, elles ont tout le caractère d'une élection nationale. On a plusieurs partis qui ont très clairement, lors des 2 prochains dimanches, beaucoup d'enjeux qui vont servir dès 2022. Et ces enjeux, pour le Front National, très clairement, c'est faire de cette élection un tremplin, avec l'enjeu de gagner une région, de montrer sa crédibilité. À l'inverse, pour le gouvernement, il y a l'enjeu de limiter la casse. Emmanuel Macron envoie 15 ministres sur 43 dans les différentes batailles électorales. Et à gauche, il y a une concurrence entre les différentes forces pour savoir qui sera en tête à l'issue du premier tour et pour prendre le lead sur ce second tour. Et donc le paradoxe, c'est qu'il s'agit d'élections purement locales, mais avec la taille des régions, avec des candidats qui se préparent. Je pense à Valérie Pécresse, je pense à Xavier Bertrand, je pense aussi à Laurent Wauquiez. Ces élections régionales ont donc tout le caractère d'une élection nationale. Frédéric Saïs, il n'est pas inutile, à mon avis, de rappeler l'enjeu de ces élections et surtout le fonctionnement, parce qu'on a les régionales, on a aussi les départementales. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est vrai que finalement, ces élections ont lieu le même jour. Ce n'est pas habituel. En 2015, par exemple, les départementales, c'était en mars et les régionales, c'était en décembre, ce qui avait permis de mieux découpler les enjeux et les élections. Là, en l'occurrence, c'est le même jour. Effectivement, les compétences ne sont pas les mêmes. Pour les départements, il s'agit de la gestion des routes départementales, des collèges, de la protection de l'enfance, du revenu de solidarité active. Voilà, il y a plusieurs prestations sociales qui d'ailleurs pèsent lourd sur les budgets des départements. Ils s'en plaignent régulièrement. Côté rapport de force, pour les départements, je reste sur les départements, actuellement, on a 67 départements à droite et 30 à gauche. Il reste un dernier département communiste, le Val-de-Marne. Ce sera aussi un enjeu à l'échelle de ce parti de le conserver. Pour les régions, effectivement, on est sur des compétences plus larges avec le développement économique, la formation professionnelle, les lycées, les transports. Et là, le rapport de force, il est un peu plus équilibré. En métropole, on a 7 régions qui sont à droite et 5 au Parti socialiste. Et puis une région avec les régionalistes en Corse qui sont à la tête de l'exécutif. On va commencer ce Tour de France immédiatement avec Antoine Denécher. Bonjour. Bonjour. Antoine, vous êtes donc à France Bleu Orléans. Comment se profile la situation dans votre région? Alors la région, c'est le centre Val-de-Loire et on peut dire qu'elle est très incertaine. C'est en tout cas ce que semblent montrer 2 sondages Ipsos réalisés, l'un le 18 mai et l'autre le 19 juin pour le réseau France Bleu et pour nos camarades de France 3, puisque la seule certitude, a priori que personne ne semble contester, c'est que le Rassemblement national sera en tête à l'issue du premier tour dans cette région centre Val-de-Loire. On a un candidat de la jeune garde du Rassemblement national, Alexandar Nikolic, qui est candidat pour le parti de Marine Le Pen et qui est crédité dans les 2 sondages de 28%. C'est derrière que c'est très incertain. Alors vous savez, ici, la région est tenue depuis 1998 par la gauche, par le Parti socialiste, et le président François Bonneau, socialiste sortant, qui se représente une nouvelle fois, eh bien, est en ballottage, on va dire, défavorable. Alors certes, il est peut-être en passe de gagner la primaire à gauche, face à la liste des écolos et des insoumis, mais face à lui, il a un ministre, MoDem, Marc Fesneau, qui est ministre des Relations avec le Parlement, qui mène la liste de la majorité présidentielle et qui, dans les différents sondages, est autour de 20 points, ce qui est un score tout à fait honorable pour un représentant du parti d'Emmanuel Macron. Et puis la dernière liste en lice, c'est celle des Républicains alliés à l'UDI. C'est un député de l'Indre qui s'appelle Nicolas Forissier, LR, qui est candidat. Et lui, le but tout simplement, c'est de gagner cette espèce de primaire face au ministre Marc Fesneau, d'arriver en tête et de basculer en tête entre les 2 tours. Donc c'est un enjeu extrêmement important pour le Parti socialiste notamment, Antoine Denécher. Tout à fait. C'est une des régions qui est tenue depuis un quart de siècle, comme le rappellent les détracteurs, les opposants de droite, par le PS. Le Parti socialiste qui a passé les municipales dans un assez mauvais état, puisqu'ils n'ont pas regagné la ville d'Orléans en 2020 l'an dernier. Ils ont perdu
leur duel face aux écolos dans la ville de Tours. Vous savez que désormais la ville de Tours est gérée par Europe Écologie Les Verts. Alors le but pour le PS, vous le disiez, c'est de gagner cette primaire face au candidat Charles Fournier, qui est un candidat écolo, qui est vice-président de la région, parce que les Verts et le PS, depuis un quart de siècle, gèrent la région ensemble. Et lui, Charles Fournier, il s'est allié avec les Insoumis, avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et on sent bien que François Bonneau veut basculer en tête à l'issue du premier tour pour ensuite fusionner avec la liste verte. Et pourquoi pas, dans le cadre, alors on parle peut-être même d'une quadrangulaire, dans le cadre d'une quadrangulaire au second tour, maintenir cette région à gauche. Antoine, quels sont les sujets abordés? De quoi les électeurs ont-ils besoin? De quoi parlent-ils? Il parle de tout sauf des compétences du conseil régional que vient de rappeler Frédéric Sey. C'est-à-dire qu'on parle très très peu de transport, on parle très peu de lycée et on parle beaucoup de thèmes nationaux, un peu comme si ça préfigurait en effet cette fameuse élection présidentielle en 2022. Puisque selon les 2 enquêtes d'opinion Ipsos dont je vous parlais tout à l'heure, le thème numéro 1, c'est le thème de la santé, et le thème numéro 2, c'est le thème de la lutte contre la délinquance, qui sont les thèmes qui ne font pas partie... le plus les électeurs. Et évidemment, ce ne sont pas des compétences du Conseil régional, mais on se retrouve dans les différents débats organisés par les médias locaux, organisés aussi par France Bleu, à débattre de ces sujets. Alors, lutte contre la délinquance, il y a par exemple le candidat LR qui veut créer un poste de vice-président délégué à la lutte contre l'insécurité, qu'il confierait au maire adjoint de Chartres, qui est l'ancien patron de la gendarmerie nationale, Richard Lizuret, même si je rappelle, ce n'est absolument pas une prérogative, a priori, du conseil régional, mais cette lutte contre l'insécurité. Et puis le thème le plus important, en fait, ici en Centre-Val de Loire, c'est vraiment une particularité, c'est la santé, puisqu'on peut dire que le Centre-Val de Loire est le plus grand désert médical de France. Ici, un quart des habitants n'ont pas de médecin référent. On a la plus faible densité en médecins par habitant. Et là, le président François Bonneau est taclé en quelque sorte pour son inefficacité. En gros, on dit c'est de votre faute, monsieur le président du conseil régional sortant, s'il y a peu de médecins en Centre-Val de Loire. Lui se veut très offensif. Alors, il est la première région à le faire. Il veut salarier des médecins. Carrément, c'est la région qui recrute des médecins. Ça a commencé très timidement, mais à la fin du mandat, il voudrait avoir 300 médecins salariés. Et lui dit, attendez, vous êtes bien gentil en quelque sorte, mais c'est surtout la faute du gouvernement. C'est l'État qui est la prérogative de la gestion de la santé. Et donc, il tacle ainsi Marc Fesneau, le ministre MoDem, élu du Loir-et-Cher, qui, je vous le rappelle, voudrait, pourquoi pas, prendre cette région Centre-Val de Loire. Elle pourrait être la seule région que la majorité présidentielle pourrait gagner. Une réaction de Frédéric Potier qui est avec nous, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. C'est effectivement une des seules régions que la majorité présidentielle peut gagner lors des prochains scrutins. Et donc la partie de poker et la partie d'échecs qui va s'installer entre les 2 tours, c'est savoir s'il y aura alliance aussi entre la droite et l'élection et la majorité présidentielle, sachant que les 2 têtes de liste s'entendent plutôt bien. Frédéric Je Sey. confirme. Oui, ce qui est intéressant aussi dans ce que disait Antoine Dénéchère, c'est que on voit que les candidats essayent de s'exprimer sur le sujet de la sécurité qui ne fait pas partie des compétences par la bande. Et donc on voit dans cette région, comme dans beaucoup d'autres, des prétendants, des listes qui parlent de la sécurité, notamment en parlant de la sécurité dans les transports, puisque le transport régional est une compétence de la région, ou qui parlent de la sécurité aux abords des lycées, puisque les lycées sont une compétence de la région. Pour autant, c'est vrai que ça reste le ministère de l'Intérieur qui répartit les forces de police, qui les arme, qui les forme. Et donc, on a une sorte d'élection en dehors des compétences qui sont attribuées aux régions, ce qui fait que c'est une campagne tout à fait atypique avec des électeurs qui vont voter pour des candidats et des propositions qui finalement n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on en attend sur le fond. Un mot de conclusion, Antoine Dénécher. Ma conclusion, c'était pour revenir sur, en effet, ce qui se joue à droite. On sent qu'il y a un gentleman agreement entre le candidat LR Nicolas Forissier et le candidat de la majorité présidentielle Marc Fesneau. On l'a vu dans tous les débats qu'on a organisés. Les 2 évitent de s'attaquer. Et bon, je ne suis pas devin, on verra bien ce qui se passera, mais c'est vrai qu'on sent qu'une fusion est possible entre les 2 listes. En tout cas, on se dit que si Marc Fesneau se maintient, si Nicolas Forissier se maintiennent, la région pourrait soit basculer RN, soit rester avec le PS, alors que si les 2 s'allient, peut-être la majorité reviendrait au centre droit. Il faut quand même juste préciser une chose, c'est qu'en 2015, lors des dernières élections régionales, Marc Fesneau et Nicolas Forissier, donc les 2 têtes de liste dont je viens de vous parler, étaient sur la même liste qui était menée à l'époque par un centriste, par Philippe Vigier, ce qui veut dire qu'en termes programmatiques, il y a, on va dire, une feuille de papier à cigarette entre les 2 candidats. Bon, on va voir effectivement ce qui va se passer si ça préfigure des alliances entre La République En Marche et les Républicains. Merci beaucoup, Antoine Dénécher, pour France Bleu Orléans. Nous sommes en compagnie de Nelly Asséna. Bonjour Nelly.
Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de France Bleu Provence avec une région particulièrement scrutée qui est la région PACA. Votre regard, Nelly Asséna, sur ce qui est en train de se dérouler là-bas? La question, elle est simple, c'est est-ce que la région peut basculer, on enfonce une porte ouverte en disant que c'est peut-être la première région qui risquerait de basculer RN. Et pour faire simple, clairement oui, elle peut basculer. Il y a plusieurs indicateurs. Il y a les sondages, comme Antoine Denécher en a parlé dans le Val-de-Loire, sondage Ipsos, Radio France, France TV, où on voit que Thierry Mariani, donc c'est le candidat du Rassemblement national, est à 51% au second tour. On a fait tous les cas de figure, qu'ils soient dans une triangulaire ou qu'ils soient seulement face à Renaud Muselier, le sortant de la droite. Il gagne dans tous les cas. Et le report des voix va être très très compliqué. Dans cette région aussi, il y a les préoccupations des électeurs. Là aussi, préoccupations très nationales. La première, c'est la délinquance, suivie de l'immigration, suivie du chômage. Autant vous dire que les compétences de la région arrivent très très loin derrière des préoccupations des électeurs. Et puis on a aussi un taux de participation qui est très bas, en tout cas prévu pour être très très bas en PACA, 40%. Ce matin sur France Bleu Provence, on diffusait des reportages d'électeurs, mais qui clairement ne sont pas du tout préoccupés par ce qui va se passer dimanche. C'est-à-dire que l'abstention est là aussi un facteur essentiel, Nelly Asséna, dans cette élection? Essentiel, parce que s'il y en a qui sont certains d'aller voter, à plus de 80-90%, ce sont les électeurs de Thierry Mariani. Eux, ils savent qu'ils iront voter. Les autres, ils savent pas trop. On le voit bien. Et puis, ils comprennent pas ce qui s'est passé. Et évidemment, l'acte politique qu'il a eu lieu en PACA, cette fameuse liste de Renaud Muselier, donc le sortant, les Républicains, alors qui a fait liste commune, il supporte pas qu'on dise ça, mais face à lui, il n'y a pas de liste LREM. Sophie Cluzel, la ministre, s'est retirée. Renaud Muselier a pris des gens qui sont étiquetés LREM sur sa liste, et cette espèce d'accord, alors ici on dit la tambouille politique, cette espèce d'accord, ça les électeurs ça passe pas, que ça se voit autant. On sait que ça peut se passer entre les deux tours, mais que ça se voit autant, ça passe vraiment pas. Et oui, j'ai cru comprendre que suite à ce que d'aucuns ont appelé effectivement une tambouille, eh bien les intentions de vote pour le RN ont progressé. Mais oui, plus Renaud Muselier, c'est paradoxal, essaye de faire grandir sa liste, de ratisser large et d'essayer de faire une liste d'union, plus les votes baissent. C'est pas mathématique, ça s'additionne pas. On aurait pu croire qu'il allait prendre les 15%, 16%, 20% de Sophie Cluzel. Pas du tout. Il en prend beaucoup moins. Et le paradoxe, c'est surtout qu'il perd beaucoup dans son camp. Plus il ouvre, plus les électeurs LR ne viennent plus voter pour lui, notamment dans la région niçoise. Dès lors, c'est une équation assez compliquée parce que si l'hypothèse d'un rassemblement contre le RN ne fonctionne pas et même contre-productive, Nelly Asséna, qu'est-ce qui reste pour la droite, pour la République en marche, pour la gauche ? Pour la gauche, on a Jean-Laurent Félicia qui a fait une liste d'union aussi en face, qui est écologiste, qui est varois, mais qui ne récolte pour l'instant que 15% des intentions de vote. C'est très très bas pour la gauche en PACA. Donc à un moment, on s'est dit, est-ce qu'il va être arbitre de cette élection? S'il se retirait par exemple au deuxième tour, c'est même plus sûr qu'il soit arbitre. Les projections montrent que même s'il se retire au deuxième tour, ces électeurs n'iront peut-être pas voter. Moins de la moitié de ces électeurs sont sûrs d'aller voter au deuxième tour si jamais il n'est pas là. Donc pour Renaud Muselier, c'est très compliqué. Le Front républicain, il atteint clairement ses limites. Frédéric Potier. Oui, je crois que ce qui a manqué en région PACA, c'est de la lisibilité, de la cohérence politique. Moi, j'ai vraiment l'impression que les stratèges politiques de l'Élysée ont un peu joué aux apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'il y a une investiture qui a été donnée à la ministre Sophie Cluzel. Elle s'est ralliée, elle s'est retirée. On a remis en marche dans les listes de Muselier. Et donc, je pense, moi, que ça fragilise beaucoup le sortant qui apparaît, en fait, comme la coalition des sortants entre les sortants locaux et les sortants nationaux, ce qui est la pire des situations dans un scrutin intermédiaire. Frédéric Saïs. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Renaud Muselier essaye de montrer que ce n'est pas lui qui est l'homme changeant, mais que c'est son adversaire Thierry Mariani, qui candidat du RN, mais qui était auparavant encarté à l'UMP, qui était même député national de la droite, puis eurodéputé, et qui a eu des mots très durs à l'époque contre Marine Le Pen. Un dernier point, quand on regarde le détail des sondages, au-delà des scores de premier tour, ce qui est intéressant, effectivement, c'est le taux de certitude du vote, qui est vraiment beaucoup plus élevé chez les électeurs du RN, à plus de 80%. Quand on leur demande « Pouvez-vous encore changer d'avis ?», ils répondent non. Et ce taux-là est aux environs de 50 à 60% dans les autres partis. Et oui, ça c'est une certitude, vous l'évoquiez, Nelly Asséna. Et puis, il faut aussi rappeler que Thierry Mariani a
pour une partie en tout cas de sa carrière passée, un ancrage à droite. Est-ce que c'est le signe d'une porosité plus grande entre les Républicains et le Rassemblement national aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres ralliements, par exemple? Ah mais c'est évident. Je vous parlais de la région niçoise, notamment. On a beaucoup d'élus LR, alors connus ou moins connus, qui clairement, à partir du moment où il y a eu ce ralliement, on va dire, de Sophie Cluzel à Renaud Muselier, on dit on ne fera pas campagne pour Renaud Muselier. C'était la première étape. Là, on en est à des gens de LR qui nous disent clairement on n'ira presque pas voter. Ah oui. Et on en a qui nous disent aussi très clairement on ira voter Mariani au deuxième tour, on n'ira certainement pas voter Muselier. Donc oui, la porosité, elle est assez évidente. C'était un pari. Il était très très risqué, ce pari-là, du côté de LR. C'était un pari risqué, alors semble-t-il, d'après ce que l'on en sait aujourd'hui, en tout cas Nelly Asséna, un pari perdu, mais aussi le signe qu'il y a une dynamique avec des ralliements, parce qu'à l'échelle nationale, ça ne se voit pas tellement, ces ralliements de la droite classique pour le RN. Non, ça ne se voit pas forcément à l'échelle nationale, mais là, il y a eu aussi un très bon coup qui a été joué par le Rassemblement national. C'est le choix de la personne de Mariani en face. C'est quelqu'un de connu, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui arrive de LR, de l'UMP. Donc on se dit, c'est peut-être pas le Rassemblement national, ex-Front national, qui peut être diabolisant pour certains. C'est quelqu'un qui passe bien. Et s'il passe là, le RN aura beau jeu de dire, mais vous voyez, ça marche. Dans une grande région comme PACA, ça marche. Donc la porosité, elle est assez évidente. Oui. Même si, un mot de conclusion, Nelly Asséna, même si la question, par exemple, de l'insécurité n'est pas du domaine de compétence des régions. Non, clairement pas, mais ça, les électeurs s'en moquent, j'oserais vous dire. Et même sur la première compétence de la région, les transports, c'est 1 milliard d'euros de budget en PACA, c'est la moitié du budget. Même sur ce thème-là, les candidats sont obligés de nous parler de quoi ? De sécurité dans les transports. Donc Renaud Muselier et Thierry Mariani, alors c'est bataille de chiffres, c'est à qui dira à quel moment on a le plus ou le moins eu de sécurité dans les TER par exemple, mais même sur des thèmes comme ça, on vous parle de sécurité. Merci beaucoup Nelly Asséna. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de France Bleu Provence. Dans une vingtaine de minutes, on va poursuivre ce tour de France des élections régionales avec nos camarades des France Bleu. Et nous restons en compagnie de Frédéric Potier, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, et de notre camarade Frédéric Saïssi. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Une spéciale élection régionale sur France Culture avec nos camarades des France Bleu, avec Frédéric Potier, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, et donc Frédéric Saïs que vous venez d'entendre. Et nous sommes immédiatement en compagnie de Sandrine Morin qui est avec nous. Sandrine Morin de France Bleu Occitanie. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelle est la situation de votre région ? Alors, on a une présidente, Carole Delga, une présidente socialiste à gauche qui tient la région et qui, a priori, en tout cas c'est ce que disent tous les sondages, pourrait la garder malgré une désunion de la gauche. Elle avait réussi à faire l'union il y a 6 ans et là vraiment clairement elle n'a pas réussi. Elle a face à elle une liste insoumise et une liste écologiste et c'est même sur le côté écologiste que ça bug un peu parce que elle espérait vraiment les avoir dans son équipe, mais il y a des projets comme l'autoroute Castres, Toulouse ou encore le barrage de Sivins, vous savez ce fameux barrage qui bloque très fort et qui font que ça ne passera pas. Et pour montrer qu'elle est verte, Carole Delga, elle a fait une plutôt belle prise. Elle a pris José Bové dans son équipe, qui va être sa caution écologiste et qui va un peu montrer à tout le monde qu'elle a quand même ce point fort. Donc on verra ce que donne ça, avec évidemment le RN en embuscade, qui est représenté par Jean-Paul Garot. Oui, alors ça, c'est un cas intéressant. Un ancien magistrat. Il faut nous expliquer effectivement, Sandrine, qui est Jean-Paul Garot et en quoi son cas, là aussi, est un cas important. Alors, Jean-Paul Garot, je le disais, il est présenté ici comme le futur ministre de la Justice de Marine Le Pen, si jamais elle devait un jour diriger le pays. C'est clairement Monsieur Justice du Front National, ancien magistrat, mais aussi un ancien... les Républicains, vraiment, c'est la droite classique qui vient et qui est la prise du Front National pour le RN ici.
Et est-ce que, en dehors de Jean-Paul Garot, il y a d'autres transfuges? Il y a évidemment, sur le terrain énormément de transfuges et puis il y a aussi, tous ces départements. Finalement, l'Occitanie, c'est une grande région, une très, très grande région avec, vous savez, Montpellier et Toulouse, les 2 pôles Mmh. d'attraction. Dans Midi-Pyrénées, le RN est assez peu présent, même s'il l'est notamment dans le Tarn-et-Garonne, voilà. En revanche, il l'est beaucoup plus du côté montpelliérain, du côté, de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, dans le Gard, où là, clairement, il y a vraiment, vraiment du vote FN et où le vote FN devrait être très important, évidemment. Sur quoi se fonde-t-il ce vote RN? Est-ce qu'il y a les questions classiques? Est-ce qu'il y a des enjeux également qui sont des enjeux plus régionaux, Sandrine Morin? Je pense que c'est comme partout la droite, c'est-à-dire qu'on a une droite aussi qui est extrêmement peu présente et finalement les électeurs de droite se retrouvent de plus en plus sans doute sur cette liste Ah. qui est menée par Jean-Paul Garot. Aurélien Pradier, qui est clairement une figure montante des Républicains qui a la liste du courage pour l'Occitanie, peine vraiment dans les sondages, alors que nationalement, c'est vraiment une figure des Républicains. Un mot à ce sujet, Frédéric Potier. Oui, Carole Delga, la présidente sortante, va s'appuyer évidemment sur les 2 grandes métropoles, Toulouse, Montpellier, pour faire le plein des voix. Après, je pense qu'on aura beaucoup intérêt à regarder ce qui va se passer au départemental, puisque le département des Pyrénées-Orientales pourrait donner quelques surprises avec une poussée très forte du Rassemblement national. Rappelons que Louis Alliot a gagné la ville de Perpignan, et donc sans aller peut-être jusqu'à une majorité, on pourrait avoir un département avec une très forte présence du Rassemblement national. Frédéric Seyss. Oui, il faut préciser aussi la petite particularité au niveau de la règle électorale pour les régions, et ça n'est pas indifférent compte tenu de ce qu'on entend parfois sur le fait que le RN est au coude à coude avec le président ou la présidente sortant, ici Carole Delga, en Occitanie. Il y a une règle particulière au régional qui est la prime majoritaire, plus exactement la liste qui arrive en tête, même si c'est un seul point d'avance, 34 contre 33%, elle obtient d'entrée de jeu un quart des sièges au conseil régional. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que dans le système précédent au régional, il y avait parfois des difficultés à former un exécutif majoritaire, des tractations, il n'y avait pas de majorité franche, donc cette règle a été instituée par Lionel Jospin, puis par Jean-Pierre Raffarin, puis confirmée par Jean-Pierre Raffarin, et donc ça veut dire que vous avez vraiment intérêt à sortir en tête au 2e tour. Une fois que vous êtes en tête, vous avez assez peu de difficultés à pouvoir former un exécutif majoritaire. Sandrine Morin, une réaction pour France Bleu. Non, j'appuyais simplement en disant que clairement ici, les Pyrénées-Orientales peuvent basculer et tout le monde le dit et tout le monde regarde effectivement très attentivement ce qui va s'y passer. Qu'il y a des départements aussi comme le Tarn-et-Garonne où la droite est divisée et où clairement, dès qu'il y a division au départemental, ça peut basculer. Donc clairement, c'est quelque chose qu'on regardera de manière très très précise. On sait aussi que le secteur de l'aéronautique est très important du côté de Toulouse. Avec la pandémie, il y a eu évidemment une mise à l'arrêt des usines, des industries, de la recherche. À quel point, mais en même temps une compensation aussi par l'État, avec les prêts garantis et les aides. À quel point, Sandrine Morin, cela joue dans la campagne, cet aspect économique ? Airbus est en train de remonter la pente. Clairement, on sent que ça a été une vraie question de début de campagne. Carole Delga a fait beaucoup au début de sa campagne autour de ça, autour des plans pour l'emploi, autour, par exemple, de l'aide aux entreprises qui devaient se diversifier. Ça, c'était vraiment son credo. On ne fait pas qu'une seule chose, on est fort dans plusieurs choses. Donc vraiment, ça a été très important. On sent que c'est moins le cas parce que Airbus est en train je dis bien un peu, de reprendre des couleurs. Une des questions là qui a vraiment agité la campagne, c'est la question de santé finalement. Finalement, la pandémie a reposé des questions très basiques de santé et ça se voit vraiment dans les listes des différents candidats. Carole Delga a pris en numéro 2 le patron du SAMU de Haute-Garonne. Aurélien Pradier pour les Républicains a pris une sage-femme en numéro 2. Clairement, la santé est au cœur des questions et ça a été une question très très forte chez nous. Et les autres thèmes, Sandrine Morin, en région Occitanie, quels sont-ils ?
Ça peut être, par exemple, le tourisme. La région Occitanie s'est beaucoup posé la question du tourisme. Vous savez, on est une très grande région, comme je le disais, avec les Pyrénées, avec les contreforts du Massif central et les Cévennes qui descendent, avec aussi évidemment beaucoup de littoral, 200 km de littoral. Et pourtant, on n'est que la 4e région de tourisme. Alors, on se pose la question du tourisme, de faire du bon tourisme aussi. Pas question d'être comme PACA avec du tourisme à la masse. Et donc, vraiment, il y a cette question, comment faire du bon tourisme, le faire bien, mais rapporter des dividendes et le rapporter bien dans nos jolies villes et villages d'Occitanie ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette sensation, Sandrine Morin, peut-être dans certaines régions ou dans certains coins d'Occitanie, qu'il y a du surtourisme, comme on dit maintenant ? Clairement, on a clairement dit qu'on ne voulait pas être Venise, qu'il était hors de question que les plages du littoral méditerranéen soient les mêmes que celles de PACA. Clairement, c'est le but. Mais faire ça, ça Pas demande gentil pour PACA. moins de touristes. Sans doute que ça n'est pas gentil, mais c'est la comparaison qui est clairement prise. Pas question de faire autant, de faire à la chaîne, de construire des grands ensembles. Il y a un mot qui est sorti, qui est le mélange entre Occitanie et hospitalité, qui est occitalité. Et vraiment, c'est l'idée de ça pour faire du bon tourisme. Est-ce que ça marchera ? Est-ce que le plan va être mis en place ? En tout cas, l'idée, c'est de devenir la 10e région européenne pour le tourisme. En tout cas, de rentrer dans le top 10. C'est pas gagné encore, on n'y est pas encore. Et puis alors, on a évoqué donc bien sûr le PS, le RN et les Républicains. Les autres partis, je pense notamment aux Verts et à la France Insoumise. Alors, on a Antoine Maurice donc pour le candidat vert qui est le candidat, donc je vous le disais, qui marque vraiment sa différence autour de sujets comme Sivins, autour de l'autoroute. C'était le candidat toulousain pour la municipale et il manque sans doute peut-être de reconnaissance. On a Myriam Martin pour la France Insoumise et puis on a aussi la majorité qui est représenté par le Nouvel Élan pour l'Occitanie, Vincent Terrail-Noves, qui représente LREM et qui est le candidat pour LREM. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer que l'une de ces trois listes crée la surprise ? Non, il y a vraiment très, très peu de chance. La question, c'est comment le dialogue va s'installer entre Carole Delga et Myriam Martin de la France Insoumise et Antoine Maurice pour le second tour, parce qu'elle aura forcément besoin de cette réserve de voix et de voir comment ça va s'articuler, de voir aussi comment Aurélien Pradier peut discuter, qui représente les Républicains, peut discuter avec Vincent Terrail-Noves pour La République En Marche. Non, c'est plutôt comment tout ça va s'organiser et quelles vont être les alliances au moment du deuxième tour. Frédéric Seyss. Oui, ce qui est intéressant ici, c'est aussi le décalage avec la perception nationale qu'on peut avoir, notamment du Parti socialiste, dont on a l'impression qu'il peine à être cohérent idéologiquement, à gagner, à s'imposer, à ne serait-ce qu'exister sur la scène nationale. Là, pour le coup, vous avez une présidente de région de gauche, socialiste, Carole Delga, qui est ancienne secrétaire d'État du gouvernement de François Hollande, qui est en position de l'emporter. Ce n'est évidemment pas fait, mais en tout cas, elle est dans la course manifestement. Et plus largement, sur ces élections régionales, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les sortants, d'une manière générale, sont plutôt bien placés. On peut penser aussi à Alain Rousset dans la région Nouvelle-Aquitaine, l'immense région Nouvelle-Aquitaine, qui fait la taille de l'Autriche, en gros de Biscarrosse jusqu'à Limoges. Xavier Bertrand, bien sûr, dans les Hauts-de-France. Valérie Pécresse en Île-de-France. Loïc Chenet-Girard, l'ex-proche de Jean-Yves Le Drian en Bretagne. Bref, tout ça conduit à dire qu'on peut être sur une tendance qui est à l'inverse de ce qu'on a connu, c'est-à-dire un anti-dégagisme avec des sortants qui sont plutôt confortés. Tout ça, évidemment, sur fond d'une participation relativement faible qui s'annonce. Un commentaire, Frédéric Potier, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Oui, là où le Parti socialiste a des sortants, ils sont plutôt en bonne position. Là où il n'a pas de sortants, le Parti socialiste est plutôt à la ramasse. Et donc, en fait, c'est vrai que l'entre-deux tours va être capital sur cette relation entre les différentes listes de gauche. Et pour reprendre l'expression du chancelier Bismarck, dans une alliance à trois, il faut être l'un des deux. Et donc, les rapports entre les Verts, la France Insoumise et les socialistes vont donner lieu à beaucoup de bagarres dans les 10 jours qui viennent. Avec quel type de pronostic ?
difficile à faire. Moi, je pense que les sondages arrivent à bien montrer le sens du vent, mais ils ont beaucoup de difficultés à en mesurer la force. Et donc, on voit bien quand même que les Verts sont assez forts là où il n'y a pas de sortant socialiste. Et donc, je pense qu'on pourrait avoir un double résultat, plutôt positif là où le PS a des sortants et plutôt favorable aux Verts là où il n'en a pas. Mais ça veut dire qu'il y a à Sandrine Morin un certain nombre d'enjeux, parce que dans les enjeux départementaux, il peut y en avoir qui relèvent, par exemple, des mobilités douces, le vélo, la question des ressources en eau qui est souvent évoquée dans certaines régions. Alors je ne sais pas si c'est le cas en Occitanie, mais je ne vois pas pourquoi d'ailleurs ça ne poserait pas non plus question chez vous. Oui, évidemment, c'est le cas et c'est la grosse difficulté de ce scrutin, là, de savoir qui fait quoi, je vote pour quoi, Mhm. est-ce que je vote pour le département par exemple, je vous ai parlé du barrage de Sivins qui est dans le Tarn et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le barrage de Sivins, la région a son mot à dire sur ce barrage, le département a son mot à dire et on va élire des gens qui vont décider de ce barrage ou pas pour les années à venir. Donc clairement, oui, oui, il y a des enjeux comme ça très très forts qui sont liés à ces élections. Un mot de conclusion sur la situation dans votre région, la région Occitanie, donc Sandrine Morin. Juste pour finir, et je vais reprendre, vous parliez du PS et de sa quasi-absence, en tout cas du fait que de loin comme ça on le voyait peu. Il est très présent chez nous et en tout cas Carole Delga s'érige, c'est certain, Mhm. pour elle, son opposant principal, c'est Emmanuel Macron. Clairement, elle l'a dans son viseur depuis longtemps et elle fait de cette élection un premier échelon avant les présidentielles pour elle. Clairement, dans son discours, il y a Emmanuel Macron dans son viseur et on le sent très bien, on l'a vu très bien dans sa campagne très très active ici. Donc ça signifie déjà que on n'a pas affaire au face-à-face qui peut devenir traditionnel entre le RN et un autre parti? Non, ça veut dire qu'elle politise très fort, elle politise très fort son discours et elle se démarque clairement face à une politique gouvernementale et aussi Mhm. parce qu'elle a travaillé au gouvernement de François Hollande avec Emmanuel Macron. Donc il faut qu'elle marque sa différence et aussi qu'elle commence à poser des Mhm. jalons pour l'année prochaine. Un mot de Parce que conclusion? je pense qu'elle est presque sûre d'être élue aussi. C'est aussi son Oui. luxe. Un mot de conclusion, Sandrine Morin. Eh bien, voilà, Donc voilà, on va voir, un- mais vous nous l'avez dit, Carole Delga donc avance avec une certaine confiance. Merci beaucoup. Je rappelle, Sandrine Morin, que vous êtes journaliste à France Bleu Occitanie et nous sommes maintenant en compagnie de Stéphane Barbereau. Bonjour, journaliste à France Bonjour. Bleu Nord. Stéphane, la situation dans la région Hauts-de-France. Alors sur les Hauts-de-France, c'est vrai qu'on a une campagne des régionales qui est pas mal parasitée par la campagne présidentielle. On a un président sortant, Xavier Bertrand, d'hiver droite, qui a quitté les Républicains depuis 2017, qui l'a dit clairement avant même qu'on rentre dans le dur de cette campagne des régionales. Il vise également par la suite l'Élysée. Et en face de lui, il y a presque 6 ans, c'était Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas candidate à ces élections régionales, elle est candidate au départemental dans le Pas-de-Calais. Et à sa place, on trouve Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord de la ville de Denain, qui va porter les couleurs du RN à ces élections. Et puis, en face de ces deux favoris, peut-on dire, de cette élection, il y a une particularité, c'est un cas unique en France, c'est la gauche qui a réussi à s'unir ici. Karima Delli, la députée Europe Écologie Les Verts, députée européenne, qui porte les couleurs de l'union de la gauche et qui a réussi à rassembler son parti, mais aussi le Parti Socialiste, le Parti Communiste, la France Insoumise. On verra si ce pari d'une union de la gauche dès le premier tour est réussi. Et puis, je vous disais, il y a un parasitage de la campagne présidentielle parce qu'on a une armée de ministres pour la liste de La République En Marche qui est menée justement par l'un de ses ministres, le secrétaire d'État en charge de la réforme des retraites, Laurent Pietraszewski. Et derrière lui, eh bien, on compte 4 autres ministres du gouvernement actuel. Éric Dupond-Moretti à la justice, Alain Griset au commerce, Agnès Pannier-Runacher à l'industrie et le très discret dans cette campagne, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Pourquoi discret? Parce que personne ne s'en cache, il y a des amitiés profondes, réelles et qui existent toujours jusque-là entre lui
et Xavier Bertrand, le président du conseil régional. Il était d'ailleurs son directeur de campagne lors du scrutin précédent, Gérald Darmanin. Il se dit même que c'est lui qui l'avait persuadé de se présenter au régional il y a bientôt 6 ans. L'amitié politique est toujours là. On verra si elle résistera évidemment aux soubresauts de la vie politique dans les mois à venir. Mais c'est vrai que pour l'instant, la hache de guerre est clairement enterrée entre les deux hommes. D'accord. Et Gérald Darmanin, on le voit beaucoup dans la campagne des départementales où il est candidat, mais clairement pas dans ces régionales. Un pacte de non-agression. Frédéric Seyss. Exactement. Il y a un dossier qui fait beaucoup parler parmi les candidats, parmi les différentes listes dans les Hauts-de-France, c'est le dossier de l'éolien, les éoliennes. Xavier Bertrand en a fait l'un de ses chevaux de bataille contre l'installation de nouvelles éoliennes. Le Rassemblement national est contre aussi. Évidemment, l'Union de la gauche, elle, est davantage pour. À quel point ça pèse dans la campagne? Là encore, on est sur un sujet presque annexe par rapport aux compétences strictes d'un conseil régional. Historiquement, c'est vrai que les éoliennes, les premières, elles ont été implantées ici dans les Hauts-de-France. Un tiers du parc total éolien, il est construit ici dans cette grande région. Ce sont 2500 mâts que l'on peut voir à travers la campagne des Hauts-de-France, notamment en Picardie, la région d'origine de Xavier Bertrand. C'est peut-être ça qui fait que ça le fait profondément pester, lui qui arpente beaucoup en voiture cette région. Et il est allé, le président de région, jusqu'à financer des associations anti-éoliennes, à utiliser l'argent public du conseil régional pour essayer de mettre fin à ces projets d'éoliennes. Il s'oppose aussi même à l'éolien offshore. Il y a aujourd'hui un projet qui est prévu au large de Dunkerque, également au large... Pour quelle raison? Là aussi, parce qu'on l'a entendu notamment pour des questions de paysage, mais aussi par rapport à la question des oiseaux. Mais alors, pour l'éolien offshore, quels sont les arguments invoqués par Xavier Bertrand, Stéphane Barbero? L'éolien offshore, c'est avant tout la pêche. Les pêcheurs qui disent que cela va faire fuir les bancs de poissons. Et quand vous avez un contexte de Brexit avec des difficultés encore plus grandes pour les pêcheurs aujourd'hui pour aller ramasser le poisson, récolter le poisson au large des côtes françaises, avec les Britanniques qui leur interdisent, avec des arguties juridiques qui sont très discutées aujourd'hui, qui leur interdisent l'accès à leurs eaux, bah forcément, ça tend encore plus, évidemment, cette question de la pêche. Donc il ne faut pas effectivement en rajouter. Frédéric Potier, expert à la Fondation Jean Jaurès, un commentaire. Oui, peut-être un commentaire sur la gauche. On a dans les Hauts-de-France une liste unie, on l'a vu, mais pour autant, on a une liste unie qui ne décolle pas. Et ça, c'est quand même plutôt une surprise dans une terre historiquement de gauche, avec la ville de Lille, avec le Pas-de-Calais. Et donc là, ça interroge sur la stratégie collective de cette famille politique, à savoir, est-ce que l'alliance est toujours utile? Est-ce qu'elle est toujours profitable? Réponse dans 7 jours. Mais alors ce que vous sous-entendez, Frédéric Potier, c'est que là, il y aurait peut-être une préférence pour l'arithmétique, pour l'addition de différentes listes plutôt qu'une fusion? C'est-à-dire que l'arithmétique électorale, elle est très particulière. Se présenter rassemblé au premier tour, ça permet d'accéder au second, à l'évidence, mais se présenter avec des divergences idéologiques toujours très fortes, avec une absence de cohérence politique, je pense que sur le moyen terme, ce n'est pas forcément quelque chose de très utile et très profitable. Donc c'est ça qu'il faudra bien mesurer dimanche prochain. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Barbero? Sur les différences idéologiques, j'allais dire qu'on les met quand même pas mal dans la poche pour l'instant. Allez, la différence la plus forte, elle est sur le nucléaire. Il y a une centrale qui est la plus grande centrale en Europe occidentale qui est installée à Gravelines. Il y a 6 réacteurs. Il y a un projet d'EPR pour l'instant qui est défendu par le président sortant de la région, par Sébastien Chenu du Rassemblement national. Mais c'est pas de la compétence de la région. Donc en effet, ce sera un dossier qui sera géré au plan national. Donc évidemment qu'à gauche, aujourd'hui, on se garde bien d'aller s'invectiver là-dessus. Europe Écologie est contre, alors qu'à l'inverse, le Parti communiste et le Parti socialiste sont plutôt pour cette EPR. Après, ce qu'on nous explique clairement, c'est que même s'il y avait eu 2 listes de gauche, les calculs auraient été bien compliqués, la barre des 10% aurait été bien compliquée à atteindre. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est du gagnant-gagnant, parce qu'on devrait tourner sans doute aux alentours des 20%, c'est ce que disent les sondages au premier tour. Ça permettra d'être en position de force pour se maintenir, et que s'il doit y avoir débat sur Front républicain, désistement ou pas, à 20%, ce débat peut être plus vite réglé que s'il y avait eu 2 listes qui tournaient autour des 10%. Et puisque vous évoquez le Front républicain, justement, Stéphane Barbero, la situation dans les Hauts-de-France, on a beaucoup parlé de porosité entre les Républicains et le RN en Occitanie et aussi et surtout en PACA. Qu'en est-il pour la région Hauts-de-France ?
On n'observe pas pour l'instant de transfert important Alors, d'élus. sauf Alors, c'est vrai qu'à un Sébastien certain moment- Chenu, qui est lui aussi un transfuge. Oui, mais ça date d'avant, bien Oui, bien avant, sûr. ça date de 2014. Il était avant à l'UMP. Lors du dernier débat, d'ailleurs, avec Xavier Bertrand, il a rappelé que le président sortant était à son anniversaire, à ses 40 ans, quand à l'époque, tous les deux étaient dans le même parti. Xavier Bertrand, qui lui a C'est vrai? glissé un Ils ont partagé vilain le tacle. gâteau ensemble. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est ce que dit Sébastien Chenu, et Xavier Bertrand ne l'a pas démenti là-dessus. Mais après on pourrait ne pas s'en étonner, sachant qu'à l'époque ils étaient réellement dans le même parti. Xavier Bertrand lui a Bien sûr. répondu que s'il était parti de l'UMP, c'est parce qu'il n'avait pas de carrière possible à long terme et qu'il ne pourrait pas gravir les échelons. Je vous laisse commenter le niveau de débat à ce niveau-là. Mais à part cela, et à part peut-être quand même un conseiller municipal d'Amiens qui est dirigé par une maire centriste aujourd'hui, et qui a quitté en fait cette famille de droite classique traditionnelle pour aller sur la liste de Sébastien Chenu. Et on n'observe pas de porosité aujourd'hui entre ces deux camps, entre la droite et l'extrême droite. C'est certainement dû à Xavier Bertrand qui reste une très forte Ah oui, personnalité et qui tient clairement ses troupes dans la région. bien sûr. Frédéric Seyss. Oui, Stéphane Barbero a évoqué à plusieurs reprises le cap des 10%. Il est important ce cap des 10%, puisque là encore, selon la règle, c'est celui qui permet de maintenir sa liste au deuxième tour. Si vous faites 5%, vous ne pouvez pas vous maintenir, 5% ou plus, mais vous pouvez fusionner avec une autre liste. Et donc, de ce point de vue-là, les scores ne sont pas indifférents. Il y a aussi ce côté laboratoire national, effectivement, pour la gauche, parce qu'on imagine assez bien Jean-Luc Mélenchon, en cas de défaite cuisante de cette alliance de gauche dans les Hauts-de-France, pouvoir en faire un théorème et dire, vous voyez, depuis un an, on me dit, il faut s'allier à gauche, il faut que tout le monde soit ensemble, des Verts à Mélenchon, aux communistes, au Parti socialiste. Eh bien, ça ne marche pas, c'est QFD. Et donc, moi, leader de la France insoumise, j'irai seul à cette élection, puisque ce qui compte, c'est effectivement la dynamique que l'arithmétique. Et puis, le côté laboratoire, effectivement, il est aussi très présent à droite. On a parlé de Xavier Bertrand, on a parlé de Valérie Pécresse. Il y a un autre nom qu'il faut citer à droite, c'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui est, souvenez-vous, qui a quitté presque en rampant le parti Les Républicains après la cuisante défaite de ce parti aux élections européennes, 8% en 2019, qui depuis se fait très discret au niveau national, qui a essayé de sillonner sa région, d'être le plus efficace possible, et là qui espère bien être le président sortant le mieux réélu de France en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui, à n'en pas douter, au soir du deuxième tour, si effectivement il obtient un très bon score, il faudra à nouveau compter avec lui parmi les leaders nationaux. C'est en quelque sorte aussi une primaire à droite qui se joue avec ces élections régionales. Un mot de conclusion, Frédéric Potier. Oui, on a beaucoup parlé des régionales. Je pense qu'il ne faut pas oublier les départementales. Il y a quelques enjeux pour la gauche, c'est récupérer une partie des pertes de 2015. Le Parti socialiste et la gauche en général visent une dizaine de départements. Il y a un enjeu très fort pour le Parti communiste français, avec le risque de perdre le Val-de-Marne, qui est un bastion historique, qui pourrait être compensé par le gain de l'Allier, mais on voit bien que c'est quand même pas deux départements de même taille. Et donc voilà, on est sur une double élection, il ne faut pas l'oublier, avec une élection qui est très nationalisée, comme on l'a vu sur les régionales, mais avec une élection départementale qui peut présenter aussi beaucoup d'intérêts, avec beaucoup d'enjeux locaux qui concernent nos citoyens. Merci. Frédéric Potier, on voit à Stéphane Barbero que lorsqu'il y a une droite forte, vous parliez de celle de Xavier Bertrand, eh bien il y a moins de transfuges qui peuvent se faire jour entre le RN et les Républicains, et donc aujourd'hui une situation qui, quoique ouverte, est relativement assurée pour Xavier Bertrand. On restera néanmoins prudent. Au soir du premier tour, il y a quand même une hypothèse où le Rassemblement national pourrait virer en tête, mais pour l'instant, les sondages montrent en effet que Xavier Bertrand garde la position de favori dans cette élection. L'enjeu pour lui, il est extrêmement personnel, puisqu'il le dit, s'il perd, il arrête la politique. Mais s'il gagne, j'allais dire qu'il arrêterait aussi a priori la région. D'ailleurs, Laurent Pietraszewski de La République En Marche lui avait glissé cette petite phrase la semaine dernière. Monsieur Bertrand est surtout candidat, quel que soit le scénario, à l'abandon de poste. C'est vrai qu'il a un peu du mal à justifier aujourd'hui cette double candidature. Le président sortant, il le résume par une formule qu'on n'a toujours pas très bien compris. Ce qui est bon pour la France sera bon pour les Hauts-de-France. Ben voilà, si j'arrive à l'Élysée, je travaillerai pour ma région. Stéphane Barbero, journaliste à France Bleu Nord, merci beaucoup. Stéphane, un dernier très petit mot, Frédéric Potier.
Le dernier à avoir réussi cette stratégie, c'était François Hollande qui avait remporté le conseil départemental de Corrèze, s'était présenté à l'élection présidentielle et l'avait emporté. Donc cette stratégie, elle est quand même pas incohérente. Merci pour cette précision, Frédéric Potier. Merci à tous nos intervenants, à Frédéric Seyss, qui nous ont permis donc d'effectuer ce Tour de France. On va faire un tour de studio avec Géraldine Savoie et Hervé Gardette, qui est quelque part dans les airs. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume Erner, oui, je suis bien là. Non mais voilà, vous êtes là, Hervé, et ce matin, vous voulez nous dire qu'il y a chocolat et chocolat. Eh oui, comment distinguer celui qui est bon de celui qui l'est moins? Vous posez souvent la question. Effectivement, je me pose la question et vous allez essayer de nous fournir une réponse. Géraldine, vous avez vu réapparaître ce week-end une anxiété sociale. La fameuse peur de rater la soirée qu'il ne faut pas rater. Allez, vous allez nous expliquer ça dans quelques instants.